Merci beaucoup. J'ai l'impression, on va pouvoir lancer la réunion. Merci à toutes et à tous de vous connecter à cette réunion de lancement de la concertation sur le projet de territoire de la ressource en eau sur le bassin versant de l'Uvaune. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur le Président de l'EPAGUCA, Laurent Simon, pour introduire ce webinaire, pardon. Et puis, je vous présenterai un petit peu plus en détail ensuite l'ordre du jour. Je vous laisse la parole, Monsieur Simon. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à avoir répondu à notre invitation et pour ce webinaire sur le PTGE. Donc, le PTGE, on va parler de la gestion de la ressource en eau. On est plutôt enfin, non pas entre spécialistes, on est entre gens qui sont concernés par cette question-là, qui par définition est une question partenariale. Et notre ambition avec les pages, c'est justement de partager entre nous le diagnostic de notre territoire, les enjeux, et de voir ensuite comment est-ce que tous ensemble, on peut améliorer les choses, éviter d'être suspendu aux arrêtés préfectoraux quand il n'y a plus d'eau, essayer de prendre les choses le plus en amont possible pour préserver nos milieux, sauvegarder nos usages, etc., etc. Donc, c'est tous ces enjeux qu'on va aborder ce soir. Et donc, je reviendrai plus en détail sur la démarche. Et je vais laisser la parole à Arthur pour présenter l'ordre du jour. Merci, Monsieur Simon, pour ce mot d'accueil. Donc, effectivement, le déroulé de la soirée, je vais rapidement continuer à introduire cette réunion, simplement en posant un petit peu le cadre de la réunion, en revenant sur ses objectifs qui ont déjà été esquissés par Monsieur Simon, en vous expliquant quelques règles du jeu et en lançant, avec l'aide de Benjamin, un petit sondage pour apprendre à mieux vous connaître et savoir un peu à quel titre pour participer à cette réunion. Ensuite, assez rapidement, on va passer au vif du sujet en passant la parole aux intervenants de l'EHPAD pour vous présenter le PTGE, sa raison d'être, ses objectifs. Donc ça, voilà, ça va nous occuper une dizaine de minutes. Ensuite, on rentrera encore un peu plus dans le détail avec une présentation du diagnostic du territoire sur la question de la ressource en eau sur le bassin versant de l'Uvonne, présentée par le bureau d'études Antea. À la suite de ces deux présentations, comme je vous le disais en introduction pour les personnes qui se sont connectées un petit peu en avance, je vous disais qu'on va ouvrir un temps d'échange. Alors d'abord un temps d'échange à l'oral, où vous aurez l'occasion de prendre la parole, de lever la main, de réactiver votre micro et de vous exprimer. Et puis, un petit temps d'échange aussi sur la base de ce qui aura été énoncé sur le chat. Donc, je ferai une petite synthèse des contributions écrites que vous avez formulées et puis on pourra continuer à échanger dessus. On terminera cette réunion avec la présentation aussi des prochaines étapes de la concertation. Et puis, on conclura cette réunion, comme je vous le disais, autour de 19h15, 19h30. Voilà un peu pour le déroulé. Je voudrais aussi vous partager quelques mots. Voilà, merci Benjamin, sur les objectifs un peu de cette rencontre. Les pages aura évidemment l'occasion d'y revenir et de détailler un petit peu ces objectifs, mais nous sommes ici réunis ce soir pour vous présenter les objectifs et les principes du PTGE, revenir sur la raison d'être un peu de ce projet, pourquoi est-ce qu'il existe, vous présenter également, donc comme je le disais en introduction sur le déroulé, vous présenter le diagnostic territorial sur la ressource en eau, donc avec des premières études techniques qui ont été réalisées, et puis revenir sur la concertation et plus particulièrement la phase qui va s'ouvrir là à l'automne, celle qu'on a appelée les temps de croisement de regard. On y reviendra un peu plus en détail pour vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis aussi, évidemment, vous entendre répondre à vos questions et, et si certaines questions sont éventuellement trop techniques ou appelant un temps de réponse un peu plus important, évidemment, l'équipe d'organisation et l'équipe de l'EPAGE s'engagent à y répondre de manière peut-être décalée par rapport à la réunion. Mais en tout cas, sachez que toutes vos contributions et vos questions seront bien
consignées et qu'on y apportera des réponses. Voilà un peu sur les objectifs de la rencontre. Une dernière diapositive de mon côté pour vous présenter quelques règles du jeu de cette réunion. Euh, Comme tout processus de concertation, il est toujours bon de rappeler quelques règles du jeu qu'on se propose de respecter collectivement pour que la réunion se déroule bien. D'abord, c'est des principes assez généraux, mais qu'il est toujours bon de rappeler. D'abord, un principe de bienveillance entre nous, un principe d'écoute envers les intervenants, les personnes qui vont présenter certaines choses, entre les participants, donc entre vous, à la fois dans vos échanges oraux et aussi dans le chat. On a un principe de respect, de bienveillance, d'écoute, puisque une réunion de concertation comme celle-ci, dans le cas qui engage une démarche de concertation, suppose que l'on s'écoute, que l'on accorde du temps à la discussion. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons dans l'ordre du jour pensé d'abord un temps de présentation pour vous poser un peu le débat, le cadre, et puis un temps où on vous donnera la parole également. Voilà. Donc, n'ayez pas de crainte là-dessus, vous aurez bien la parole dans cette réunion. Quand vous aurez la parole, un second principe d'argumentation avec des propos le plus compréhensibles possible, en évitant, si possible, les arguments d'autorité. Hein. On essaye d'argumenter, d'étayer les prises de parole. Et puis, évidemment, un principe d'ouverture, puisque cette réunion a vocation, comme toute la démarche de concertation sur le PTGE, à être la plus ouverte possible et a vocation à vous donner la parole. Donc voilà, on a aussi à cœur de respecter ce principe-là. Et puis enfin, un principe de transparence, je le disais en introduction, la réunion est enregistrée et son contenu sera visionnable à la suite de cette réunion. Voilà un peu pour ces mots d'introduction. Je vais te proposer, Benjamin, de couper le partage d'écran et de lancer le sondage Zoom. Donc, comme je vous le disais, on vous propose un petit sondage avec trois questions rapides. Simplement, voilà, quelques minutes pour essayer d'un petit peu de vous connaître un petit peu mieux. Donc, vous allez voir apparaître devant votre écran normalement un sondage avec une première question. Normalement, vous la voyez. À quelle partie du bassin versant vous vous rattachez? Donc, si vous voyez pas l'ensemble des réponses, vous pouvez agrandir un petit peu la fenêtre. Et donc, vous avez une carte qui montre le bassin versant. Et donc, voilà, à quelle partie vous vous rattachez? Uvon-Amont, plutôt Laval, plutôt les affluents, plutôt Marseille ou plutôt notre territoire. Voilà, Benjamin, quand tu as suffisamment de réponses, on peut passer à la question suivante. Je te laisse gérer cette partie-là. J'attends la fin, nous sommes à 27 réponses sur 31. Oui, ben, tu peux passer à la question suivante, parce que tout le monde n'a pas Très forcément bien. répondu. Hop. Voici le deuxième sondage. Voilà, la deuxième question, vous participez à ce webinaire en tant que, et vous voyez la liste des choix possibles. On a essayé d'être le plus exhaustif dans les choix, mais peut-être que ça ne couvre pas tous les, tous les profils. Vous pouvez cocher deux réponses si vous le souhaitez, hein, c'est pas réponse unique. Je suis à 25 réponses sur 32. Et Mais, ben, tu peux passer à la troisième question, la troisième et dernière question. allez, je mets fin au sondage. Et voici la troisième question. Voilà, troisième question, un peu plus pour cerner quelle est votre compréhension, avant qu'on passe au vif du sujet, quelle est votre compréhension d'un PTGE? Est-ce que pour vous, c'est un groupe de scientifiques qui étudie l'impact du changement climatique sur la ressource? Est-ce qu'un PTGE, c'est plutôt un plan pour construire de nouvelles structures d'eau et d'assainissement? Ou est-ce que c'est plutôt un plan d'action
pour une meilleure gestion de l'eau sur le territoire? Donc la réponse, un choix unique. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, sans vous divulgacher le résultat, il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les 3. Nous sommes à 28 réponses sur 33. Très bien. 29. Je mets fin au sondage. Et tu peux partager les résultats. Merci à tous d'avoir répondu à ce petit sondage. On va J'affiche voir. les résultats du premier sondage. Alors, donc sur la première question, on a c'est plutôt équilibré hein, sur votre rattachement géographique sur le bassin versant, donc avec plutôt des gens de l'amont ou de Marseille ou autres. Donc c'est très équilibré. C'est bien. Ça veut dire qu'on a une bonne diversité de représentants ce soir. Tu peux passer à la deuxième réponse. Très bien. Et voici. Alors, sur le profil un petit peu des participants et participantes, donc on a presque une majorité de citoyens, citoyennes, usagères de l'eau, et également une bonne proportion de professionnels de la gestion de l'eau. Hein, donc, c'est pas très étonnant, effectivement, que vous soyez là ce soir, et c'est très bien. On a également quelques membres d'associations et d'autres personnes aussi avec d'autres profils. Donc là encore, on a une diversité qui est intéressante. Il y a un agriculteur qui a loupé le Ah, sondage. très bien. Bon, c'est c'est parfait. Et donc, sur la troisième question, il y a une écrasante majorité de bonnes réponses. Donc ça, c'est bien. Mais on va quand même revenir sur les objectifs et vous détailler un petit peu ce qu'est un PTGE. Donc effectivement, l'idée, c'est in fine de construire un plan d'action pour une meilleure gestion de l'eau sur le territoire, mais on va vous expliquer comment on va s'y prendre. Voilà, merci à tous et à toutes pour ce sondage. On va reprendre le partage du PowerPoint pour justement rentrer un peu plus dans le vif du sujet, vous expliquer en quoi consiste un PTGE, quels sont ses objectifs, comment cette démarche fonctionne. Et donc pour ça, je vais passer la parole. Alors, à l'épage du cas, je ne sais pas qui souhaite commencer. Estelle, Eric, Laurent, Roxane, je vous laisse On m'entend, ouais. vous C'est Laurent répartir la Simon. parole. Ouais, on redonne la parole à Laurent Simon, notre président, qui va démarrer. Très bien. On vous écoute. Alors, Benjamin, si tu arrives à lancer le partage de la présentation. Allô? Oui, j'ai eu un souci. Désolé. Je reprends la présentation. Ok, merci. Voilà, donc on peut passer à la partie de l'épage. Voilà, super. On vous laisse la parole, monsieur Simon. Merci, merci beaucoup, Arthur. Donc, au vu du résultat du sondage, on va dire qu'il y a une écrasante majorité des participants ce soir qui savent déjà ce qu'est un PTGE, donc projet de territoire pour la gestion de la ressource en eau, sous son petit nom technique. Bon, concrètement, je vais faire court sur le cadrage de nos enjeux, parce que je pense que là, ce soir, on est tous très au fait de ce qui est devant nous en termes de défis. Nous affrontons, comme le reste de la planète, une période de changement climatique, et nous affrontons de très longue date une rareté de la ressource en eau sur notre territoire. Et le changement climatique, évidemment, a un impact particulièrement sensible sur cette ressource en eau. Alors, les pages UCA, sous ces différents noms depuis 60 ans maintenant, est évidemment extrêmement attentif à cette question-là, puisque nous avons la responsabilité des cours d'eau, et que nous sommes bien souvent les premiers à constater la multiplication des ASEC,
les périodes de sécheresse de plus en plus longues et tout ce que malheureusement on constate de longue date. Une fois qu'on a posé juste ce constat très sommaire, on peut en poser un second qui est, tout le monde est conscient que la question de la ressource en eau, elle est complexe. Elle est complexe d'abord parce qu'elle intéresse tout le monde. Notez là dans les réponses que entre ceux qui se sont définis comme des professionnels de l'eau et ceux qui se sont définis comme des citoyens usagers de l'eau, en réalité, nous sommes tous, professionnels ou pas, des citoyens usagers de l'eau, ne serait-ce que pour vivre. Et donc, par définition, ça concerne tout le monde, voilà, de manière absolue. C'est complexe également parce que le fonctionnement du cycle de l'eau est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Il y a pas mal de choses qui peuvent être contre-intuitives. Pour donner juste un exemple un peu d'actualité, quand on a des épisodes méditerranéens comme nous avons connu cette nuit, avec des précipitations plutôt violentes, plutôt abondantes sur une durée très courte, peut-être que le citoyen lambda se dit que ça fait du bien à la nature, comme on le dit souvent, et pour autant, est-ce que ça a un impact positif sur la recharge de la ressource, la recharge de nos nappes? Eh bien, pas forcément. Et c'est ce qu'on va regarder un peu plus avant ce soir. Ce PTGE, c'est un outil qui présente l'immense avantage de réunir tout le monde. C'est par construction, une démarche partenariale, et s'agissant des questions qui touchent la ressource en eau, on ne peut agir que de manière partenariale. Donc ce soir, je suis ravi qu'on soit tous réunis pour aborder cette question-là. Elle est difficile, elle est complexe, mais elle est absolument essentielle à prendre en compte. Je dirais même, elle est urgente à prendre en compte en définissant les effets du changement climatique qu'on connaît tous, à la fois sur les ressources qui nous viennent de l'extérieur du territoire, je pense évidemment à nos deux canaux, le canal de Marseille, le canal de Provence, et évidemment sur nos ressources locales, que sont nos nappes, nos eaux souterraines, nos eaux superficielles, etc. On associe de manière très large l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette question-là, évidemment l'État, les institutions locales, les représentants des secteurs économiques et évidemment les associations citoyennes. Il y aura également un volet assez technique, ne serait-ce que pour l'appréhension la plus partagée possible du diagnostic de l'état de notre territoire, du mode de fonctionnement de notre ressource en eau. Et c'est ce qui sera présenté ce soir. Cette démarche, on l'a lancée depuis décembre de l'année dernière à Gémenos. Et on a une approbation de ce PTGE qui est prévue à horizon 2026 par le préfet. On est aidé dans tout ce travail par des experts, évidemment, en climatologie, en hydrologie, en hydrogéologie, histoire d'avoir les bonnes données, les bonnes infos, de ne pas se tromper. Et en parallèle, au-delà des aspects très techniques, la concertation, le partage des besoins, le partage des contraintes sont absolument essentiels pour qu'on puisse définir une feuille de route qui soit crédible, qui soit applicable et surtout qui soit efficace. On fait tous le constat depuis quelques années qu'on appréhende bien souvent la contrainte qui pèse sur notre ressource en eau à travers les arrêtés préfectoraux d'alerte renforcée ou de crise sécheresse. Et on est en même temps, je le suppose, pour tous ceux qui sont connectés ce soir, très conscient que quand l'arrêté préfectoral sort, d'abord, c'est trop tard, ça veut dire qu'il y a déjà plus d'eau, et deux, c'est souvent peu adapté et assez peu compréhensible pour nos concitoyens. Là, c'est avec ma casquette de maire que je m'exprime. Quand on explique, je ne sais pas moi, pour nos amis marseillais, que dans tel arrondissement, on a interdiction d'arroser, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine et que la rue d'en face, qui est dans un autre arrondissement, n'est pas soumise aux mêmes contraintes, c'est assez compliqué de l'expliquer aux citoyens lambda. Donc il faut qu'on soit plus performant dans ce travail-là, et c'est toute l'ambition de ce PTGE. On a déjà eu des ateliers thématiques avec des acteurs spécifiques. Ce soir, on est dans un temps de croisement de regards, encore une fois, de partage de l'info, de partage du diagnostic et de vous donner la parole. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas être beaucoup plus long.
Et je repasse la main à Arthur. Merci. Alors, on va peut-être du coup continuer la présentation côté EPAGE avec la présentation plus en détail de ce PTGE. Donc, peut-être Estelle ou Eric. Oui, merci Arthur. Pour ma part, donc Estelle Fleury, directrice de l'EPAGE, je vais me contenter de faire la transition avec la présentation d'Éric qui sera suivie des interventions d'Antea, notre bureau d'études spécialiste sur ces sujets-là. Je voulais vous dire quatre éléments, à savoir que le PTGE concerne le territoire que vous voyez ici projeté sur vos écrans, qui est le bassin versant de l'Uvonne, qui concerne presque 150 km de cours d'eau, mais qui intègre aussi ce qu'on ne voit pas, toute l'eau qu'on ne voit pas, les eaux souterraines. Et il y a des liens extrêmement complexes entre ces eaux de surface et ces eaux souterraines, ce qu'on va un petit peu vous présenter tout à l'heure. Des liens aussi avec d'autres bassins versants. Le président l'a évoqué tout à l'heure en citant les canals de Provence et de Marseille. Et c'est toute cette complexité qu'il est important de connaître. Ce PTGE donc, concerne le bassin versant de l'Uvonne, mais comme vous le savez, le territoire de compétence de l'EPAGE-UQA en lien avec la métropole Aix-Marseille-Provence concerne d'autres bassins versants, et cette démarche-là vise à inspirer et à nous permettre d'alimenter le travail qu'on mène aussi sur d'autres bassins versants où on retrouve des cours d'eau notamment intermittents comme les bassins côtiers côté Cassis, Cérès, La Ciotat, et puis également aussi le bassin versant des Égalades. Vous dire également, avant de passer la main à Eric, que cette démarche-là relative à la ressource en eau s'articule de façon étroite avec nombre de nos autres missions qui concernent l'entretien des cours d'eau, la restauration, les projets d'aménagement de cours d'eau, notre implication également sur les sujets de qualité des eaux. Et puis bien d'autres en lien avec la pédagogie et la sensibilisation. Évidemment, tous ces sujets étant nécessairement abordés en concertation avec l'ensemble de nos partenaires et autant que possible avec les citoyens et le grand public. Donc, je vais passer la main à Eric, donc Eric Brenner, notre chargé de mission ressources en eau, qui passe tout son temps dans l'eau, enfin du moins qui pilote cette démarche avec le pôle stratégie territoriale et avec l'ensemble de nos partenaires. Donc Eric, je te passe la main et bons échanges à tous. Merci Estelle, oui, donc bon, je vais peut-être pas non plus trop m'appesantir. Je voulais juste peut-être reprendre 2-3 points essentiels sur le déroulé de ce projet. Voilà, que notre président a bien détaillé déjà, mais peut-être 2-3 étapes qui seront effectivement, qui je pense qu'il est important que tout le monde ait à peu près en tête. Alors bon, déjà le premier point, c'est effectivement de bien repartager de comment s'articule l'élaboration d'un projet de territoire qui est relativement cadré, puisque c'est quelque chose qui prend ses sources dans des documents officiels. Aujourd'hui, on a un guide qui est élaboré par le ministère, il y a un certain nombre d'instructions ministérielles, il y a des guides de l'agence de l'eau. Donc voilà, il y a de la bibliographie, il y a pas mal de guides qui nous accompagnent. Les grandes étapes, en fait, on a deux. En fait, il y a deux grandes périodes dans l'élaboration d'un PTGE. Le premier, dans lequel on est en plein dedans, qui devrait se terminer voilà, avec toute la difficulté ça peut recourir, notamment pour courir après les données qui sont cruciales dans ce genre de projet. C'est donc le diagnostic initial qui donc devrait se terminer de fin 2024, normalement si tout va bien, qui va vous être, enfin tout au moins quelques éléments vont vous être les plus dominants vont vous être présentés tout à l'heure par nos prestataires qui nous accompagnent, nos experts en hydrogéologie ou en hydrologie. Et la deuxième étape, la deuxième période, c'est celle de l'élaboration, à proprement parler, l'écriture en fait de ce projet de territoire, et qui se fait sur la base, bien évidemment, de ce diagnostic, ça c'est incontournable, mais également de tous les échanges. Et c'est là où justement ce temps de concertation qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui, qui a déjà commencé, on vous l'expliquera un petit peu déjà avant, sur les quelques mois précédents, mais est vraiment important puisque c'est de cette concertation que naîtra vraiment le document final, le projet qui sera effectivement soumis au service de l'État.
une étape qui n'est pas vraiment une étape, qui est plutôt une articulation, mais qui est essentielle, et c'est peut-être celle-là où je vais m'appesantir un tout petit peu plus après, c'est la définition de ce qu'on appelle les volumes prélevables. Alors, les volumes prélevables, c'est quoi? C'est donc voilà, comme l'explique la slide suivante, Benjamin, je veux bien. Pour essayer de l'illustrer, hop, voilà, c'est celle-là. C'est en fait un objectif de quantification. À savoir, donc, l'idée, c'est que dans ce projet de territoire, c'est qu'on arrive quand même à quelque chose de pas seulement écrit, mais vraiment une valeur, enfin des valeurs, des débits ou des volumes sur l'ensemble du territoire qui seraient prélevables, c'est-à-dire qui seraient utiles pour les besoins de nos activités humaines. Plus précisément, c'est quoi ce volume prélevable? C'est en fait le volume d'une ressource en eau, que ce soit un cours d'eau, que ce soit une nappe, auquel on va garantir, on va retirer, entre guillemets, c'est-à-dire garantir le volume minimum nécessaire à la bonne vie, au bon développement de cette ressource en eau, à savoir ce qui est nécessaire pour la faune et pour la flore. Évidemment, cette situation, on va la regarder, on va la comparer par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui sur tous nos usages, et encore une fois, donc par rapport à ces besoins des milieux aquatiques et des ressources disponibles. Et quand on les compare, il y a des fois où ça marche, et des fois où ça marche moins bien. C'est-à-dire que des fois, on a ces usages qui sont, ces volumes utilisés pour nos usages anthropiques qui sont supérieurs en fait à ces volumes prélevables. Et là, dans ces cas-là, on se retrouve dans une situation de déséquilibre où on est parfois à la limite, on est sur ce qu'on appelle des équilibres précaires, c'est-à-dire qu'on sent que la bascule, selon la saison, selon la consommation, on peut se retrouver dans des situations critiques. Et donc, c'est l'objectif de cette étude de volume prélevable, ce qu'on appelle l'EVP, qui a pour but de fixer des débits ou des niveaux piézométriques, des niveaux de nappe, des niveaux d'eau dans le sol, en dessous desquels on ne veut pas prélever, parce que sinon on mettrait en péril notre ressource en eau au sens préservation des milieux aquatiques, et voire même d'arriver, on pourrait même pousser très loin en ayant une défaillance de ces ressources, comme ça a pu se voir dans d'autres régions de France, voire même certaines collectivités pas très loin autour de chez nous, où on n'a plus d'eau, par exemple, pour l'eau potable. Et donc, c'est là où entre en jeu le PTGE. Alors, juste peut-être un petit éclairage également sur la partie réglementaire. Donc là, je vous ai présenté l'EVP. Mais au-delà de l'EVP, l'ensemble des étapes, comme l'a rappelé Laurent Simon, est validé par le préfet référent. Donc, toutes ces étapes, notamment donc l'étude des volumes prélevables, le préfet référent qui est pour le PTGE de Livourne, le préfet des Bouches-du-Rhône, et in fine, l'ensemble du projet final qui sera donc élaboré à la fois avec ces études techniques, les objectifs des volumes prélevables qu'on aura définis ensemble, et l'écriture des actions, enfin des orientations, des enjeux, des actions, le PTGE lui-même sera soumis et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Alors, dernier élément technique que je voulais juste rappeler, c'est quoi en fait finalement un PTGE? Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc c'est la vue suivante qui va permettre un petit peu de vous éclairer. On retrouve un peu classiquement, comme dans beaucoup de documents de gestion, non, c'était celle juste avant, de gestion ou qui alimente en fait les réflexions sur un territoire. On a un grand volet qui fixe en fait des orientations. Alors plus exactement ici, on parlera plutôt d'objectifs de préservation ou de réduction. C'est fixer des enjeux du territoire donc pour cette préservation ou le rétablissement sur les secteurs qui seraient en déséquilibre entre la capacité, les volumes prélevables, donc c'est-à-dire la capacité qu'a la ressource à nous fournir de l'eau pour nos usages. Ils émergent donc ces enjeux, ces enjeux majeurs émergent très largement d'un travail de concertation qui est alimenté par les études techniques qui sont parfois très complexes, et donc l'objectif aussi c'est de les partager et de permettre leur compréhension de tous pour qu'on puisse alimenter ces temps d'échange qui vont mettre en avant ces enjeux du territoire. Et une fois que ces enjeux sont définis, l'idée c'est partout où on en aurait besoin, partout où on a un équilibre précaire et surtout un déséquilibre,
c'est de se fixer des actions concrètes par la réalisation d'un programme. Ces actions, c'est une définition donc, qui permet d'atteindre l'objectif quantifié qu'on a fixé dans l'étude des volumes prélevables. C'est également de mettre en face quand même la capacité financière que l'on a face à cette action. C'est comment on peut agir financièrement et est-ce qu'on a la capacité d'agir financièrement. Et également, l'idée, c'est pas non plus d'ouvrir la boîte de Pandore et d'attendre peut-être 10 ans, 15 ans avant de voir des effets se produire, c'est d'essayer aussi d'avoir une durée de réalisation de ces actions. Voilà, je n'en dirai pas plus sur le PTGE, mais bon, on retrouve assez classiquement cet élément. Et comme vous l'avez vu, l'élément vraiment fondateur, d'un côté, c'est des études techniques, mais c'est surtout les temps d'échange, surtout cette concertation, ce partage, cette appropriation de l'information, technique parfois. Et donc, c'est ce temps de concertation que je vais laisser Roxane Roy présenter dans le PTGE. Merci Eric pour cette belle transition. Donc Roxane Roy, je suis responsable du pôle stratégie territoriale à l'EPAGE UCA et je vais vous parler assez rapidement de la démarche de concertation qui a été mise en place depuis le début du projet. Cette phase de cette concertation, elle a eu lieu par plusieurs réunions, plusieurs ateliers qui ont eu lieu. Donc une première phase préparatoire, l'idée c'était vraiment de réunir ensemble des acteurs de façon thématique, donc autour de l'agriculture, de la biodiversité. Donc ces ateliers-là ont eu lieu au printemps dernier. Et puis tout ce qui est tourisme et activité industrielle, ça aura lieu un petit peu plus tard. Donc l'idée, c'était vraiment d'alimenter le diagnostic et puis de pouvoir avoir une idée des premiers besoins, des premiers enjeux qui allaient pouvoir ressortir. Sur la slide suivante, on va parler de ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Donc une phase de croisement de regard. Donc là, l'idée, c'est vraiment de croiser les différents acteurs et puis intégrer aussi du grand public sur différentes thématiques. Donc l'agriculture, les activités économiques, le volet un peu plus biodiversité, milieu aquatique, et puis le lien avec les besoins domestiques. Donc ça, ce sont des temps qui auront lieu assez rapidement, en octobre-novembre 2024, sur la base de visites de sites et d'ateliers débat. On aura ensuite une phase de bilan et de restitution du diagnostic sur la base du coup de cette concertation, mais aussi des études techniques, ce qui nous permettra ensuite de travailler sur le programme d'action du PTGE avec des phases de concertation qui seront adaptées. Donc sur la slide suivante, vous allez pouvoir voir du coup ce qui nous intéresse particulièrement ce soir. Ce sont les futurs ateliers qui sont prévus. Le premier, ce sera le 12 octobre sur le site des Encanaux. Donc là, ce sera la thématique milieu aquatique et biodiversité. Ce sera un samedi matin. Encore un samedi matin, le 26 octobre, ce sera une visite plus en lien avec le volet agriculture cette fois-ci, donc basée au niveau de l'Azamia à Aubagne. La troisième, ce sera une visite de station d'épuration, donc celle d'Oriol-Saint-Zacharie. On n'a pas encore la date, mais a priori, ça sera un mercredi après-midi. Et puis une dernière qui reste encore à caler, plus sur le volet industriel. Donc les modalités vous seront communiquées ultérieurement. Et donc l'idée pour ces visites, c'est qu'on est sur des places limitées. Donc l'inscription est obligatoire, elle se fait sur le site de l'EPAGE UCA et on va vous mettre le lien sur le chat. Et donc je laisse la parole au groupement Antea, Lise Pierre et Thibaut Pellegrini pour la présentation du diagnostic. Merci Roxane. Donc l'objectif pour nous maintenant, c'est de regarder quel diagnostic on va pouvoir faire de cette ressource en eau sur notre territoire, comment le territoire fonctionne. Donc on va démarrer par un contexte environnemental au niveau du relief et des climats, Benjamin. Si tu as la slide d'après, Benjamin, merci. Donc vous voyez, on a sous les yeux la précipitation sur le bassin versant de l'Yvonne. Donc on observe quelque chose d'important, c'est déjà qu'on a trois massifs principaux, le massif de l'Étoile, le massif de la Sainte-Baume et le massif des Calanques, qui sont des vrais châteaux d'eau pour le bassin versant, où on a les principales précipitations qui tombent, et on a une différence sur Marseille, où on est à peu près à 500 mm par an, quand sur le massif de la Sainte-Baume, on peut monter à 900 mm par an. Donc une variabilité aussi assez importante, avec des années très sèches, comme on a connu les 2 dernières années sur 2022-2023. C'est un peu mieux sur, la dernière année, mais une variabilité très importante. Tu peux passer, s'il te plaît, Benjamin. Merci.
Donc, l'objectif pour nous, dans le cadre du projet de territoire de gestion de l'eau, c'est de regarder un peu comment fonctionne tout ce bassin versant. Alors, comment on va procéder? On va procéder de manière simple. On va regarder la précipitation, donc la précipitation qui pleut sur le territoire. On a une partie qui va s'évaporer via une évapotranspiration, qui est considérée par l'évaporation tout court et par les végétaux. Et donc, nous, on va surtout s'intéresser à la précipitation efficace. Donc, ce qu'on appelle précipitation efficace, c'est l'eau qui va ruisseler et l'eau qui va s'infiltrer. Donc, quelle est la part qui va ruisseler, quelle est la part qui va s'infiltrer et comment va dérouler le chemin de l'eau sur cette question. On a ensuite un contexte hydrogéologique très particulier sur le bassin versant de l'Yvonne, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche de notre côté, où on a un bassin versant topographique. Donc, on a l'eau qui pleut sur les massifs, vous avez vu, et elle va rejoindre l'Yvonne. Et elle rejoint l'Yvonne, on a un débit à peu près de 1 mètre cube seconde en général. Et on a rajouté, vous voyez, un autre débit qui sont très connus dans le secteur, c'est le débit des sources de Cassis, notamment la source de Port-Miou, qui ont un débit moyen de 3 mètres cubes seconde. Donc, on a 3 fois plus d'eau qui s'écoule dans les eaux souterraines que dans l'eau superficielle. Bon, il y en a qui parlent de rivières souterraines ou le fleuve souterrain qu'on n'a pas en Provence comparé aux autres régions. Donc ça va être assez marquant pour le territoire et sur notre compréhension, nous, des fonctionnements hydrogéologiques et des relations nappe-rivière, on appelle ça. Donc, on vous a mis un petit exemple pour les pluies de mars 2024. Donc, si vous vous souvenez, les pluies de mars 2024, c'est les premières pluies qui sont venues après 2 années très sèches, on va dire 2022-2023. C'est un peu ce qui a fait sortir la tête de l'eau à beaucoup de monde au niveau de la ressource en eau, notamment, je pense, aux exploitants d'eau potable, où on a eu un cumul à peu près de 257 mm sur le mois. Donc, on va considérer un pourcentage, donc c'est à peu près 100% de précipitation. Et sur ces 100% de précipitation, ce qu'on s'est observé avec les suivis qu'on a sur le débit de l'Yvonne, c'est qu'on a retrouvé à peu près 11% qui sont écoulés au niveau d'Aubagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une grosse partie évidemment qui est partie dans l'évapotranspiration. On avait également un sol très sec, donc qui est venu gonfler le côté végétal. Mais on a quand même aussi un stockage très important qui s'est fait soit sur les massifs calcaires, soit sur les alluvions ou sur l'Oligocène, donc avec différentes fonctions. Si tu regardes sur la diapo d'après, Benjamin, on va regarder le stockage où en fait, vous voyez, ça c'est un exemple sur la nappe de l'Yvonne. On est sur un piézomètre. Donc un piézomètre, c'est quoi? C'est un forage qui va mesurer le niveau d'eau en continu. Celui-là, il est au niveau de Bodinard à Napoléon sur Aubagne et on voit sa fluctuation depuis 2002. Donc c'est un suivi tous les jours qui mesure ce niveau d'eau. Et vous voyez qu'entre 2020 et 2023, on a perdu quasiment 8 mètres de niveau d'eau, ce qui n'était jamais observé. Donc on a eu des niveaux d'eau jamais observés sur 2023. Et on a perdu à peu près 30% de volume d'eau, ce qui était assez considérable. Ce qui est quand même important de noter, c'est que les pluies depuis février-mars, elles ont permis quand même de revenir à plus 4 mètres. Donc, on a quand même une forte recharge qui arrive et c'est quand même une spécificité aussi là du territoire. Et c'est également une chance qu'on a sur ce territoire-là. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait une relation assez étroite entre la nappe et le cours d'eau. En fait, ce qui se passe depuis les sources de l'Yvonne jusqu'à son embouchure, l'Yvonne, elle n'a pas un fleuve tranquille, mais elle fait que se perdre et revenir. Donc, elle va venir à chaque fois au toit, donc venir dans la rivière et se perdre également en aval. Donc, ça dépend de l'encaissant, on appelle ça du substratum, c'est l'encaissant du massif géologique. Donc, quand c'est karstique, généralement, il peut y avoir des apports. Et ensuite, la rivière peut se perdre et quand il y a des alluvions, elle va revenir s'écouler sur ces alluvions. Donc, vous voyez, la complexité sur la carte, c'est qu'on a des tronçons rouges, des tronçons bleus, des tronçons verts, des tronçons jaunes. Ça veut dire qu'on a des zones d'apport, des zones de perte, des zones de très forte perte, des zones de très fort apport.
Donc nous, l'objectif, c'est de bien comprendre ça et de se dire comment fonctionne l'Uvonne et quel est son lien avec les eaux souterraines. Je vais laisser la parole à ma collègue, donc Lise Pierre, pour tout ce qui est contexte du bassin versant. Donc, on est sur un bassin versant qui est très anthropisé. Comme on en a parlé avant, on a plus d'1 million d'habitants, donc ce qui crée une occupation importante de la part des zones urbaines, mais aussi des bassins industriels. Avec, on a le bassin, on a les activités de La Valentine et aussi les activités de Aubagne, à la zone des Palus. Il y a aussi les zones agricoles, comme on peut voir en jaune sur la carte, c'est un petit peu une activité aussi importante qu'on a sur le territoire avec des maraîchers, des vergers, des vignobles, etc. Et donc toutes ces activités anthropiques, c'est donc des usagers de l'eau. Donc on a un usage de l'eau très important sur le territoire, avec la métropole de Marseille aussi. Et pourtant, on sait qu'historiquement, on a peu d'eau sur ce territoire. Donc pour ça, pour se développer, ce territoire, il a fait appel historiquement à de l'eau qui venait de l'extérieur. Donc on peut dire qu'il est un petit peu sous perfusion de l'eau de la Durance. La diapo suivante, elle montre un petit peu cette répartition, plutôt d'où vient l'eau sur notre territoire. Donc pour répondre à ces besoins importants en eau des différents acteurs du territoire et usagers, on va avoir 82% qui viennent du canal de Marseille, donc des eaux de la Durance, et donc 14% seulement qui sont de la ressource locale. En tout, ça fait 86% si on rajoute aussi les eaux qui viennent du canal de Provence. Et donc ça fait une part importante qui viennent de l'extérieur. Et sur donc le reste des besoins qui sont de la ressource locale, on a une partie qui vient des eaux souterraines, 12%, et une partie qui viennent des eaux superficielles qui sont directement pompées dans l'Yvonne. Donc ensuite, on va s'intéresser à cette répartition, à l'eau qui est sur le territoire, par qui elle est utilisée. La répartition, on peut la voir sur le camembert. On a 66% qui est pour l'instant, qui est pour l'eau potable. On a 14% qui sont pour les agriculteurs et 20% pour les industriels. C'est une répartition qui est le plus exhaustive possible pour l'instant avec les données qu'on a, mais qui peut être un petit peu discutée, puisqu'on va avoir des forages qui peuvent être non déclarés ou des exploitants qui ne comptent pas exactement les volumes qu'ils pompent. Alors ça, c'est pas le cas pour l'eau potable, mais ça peut être le cas pour les autres usages. Donc c'est pour l'instant ce qu'on a pu faire de plus exhaustif. Voilà, donc là, vous voyez aussi sur la carte les endroits où on a des prélèvements. Donc on se doute aussi que c'est pas tous les prélèvements du territoire. Tout l'intérêt vraiment pour l'étude, c'est de pouvoir se mettre à plat sur les bases de données existantes et de regarder qu'est-ce qui est prélevé aujourd'hui et d'avoir aussi un avis critique sur ces bases de données, notamment sur tous les usages. Et ensuite, pour ce qui est des rejets anthropiques, c'est aussi une particularité du territoire. C'est que sur la plus grande partie, la majorité du territoire, les eaux sont collectées à la station d'épuration de Marseille. Donc c'est toute cette zone qui est en gris. Donc elle est acheminée jusqu'à cette station d'épuration et directement rejetée en mer dans la calanque de Cortiou. Donc c'est une eau qui transite directement vers la mer et qui ne va pas recharger le milieu. Il y a la partie qui est en vert, donc au niveau de la station d'épuration de Oriol, qui elle va être rejetée dans l'Uvonne. Donc on peut compter comme finalement des eaux utilisées qui vont être récupérées, donc en réutilisation pour le cours d'eau. Et ensuite, il y a aussi la particularité du bassin de Cuges-les-Pins, où on peut voir ici en bleu gris, que ces eaux vont rejoindre le milieu, mais des eaux souterraines seulement, puisqu'ils partent directement dans la rivière souterraine qu'a évoquée Thibaut précédemment et va rejoindre les sources de Cassis. Donc c'est pas des eaux qui vont revenir vers l'Uvonne. Donc tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent, c'était donc d'abord une compréhension assez fine du bassin versant, comment on va faire une goutte d'eau qui va tomber sur le territoire, quel va être son parcours.
Derrière, il va y avoir un gros travail d'expertise, de savoir ce qui coule réellement sur l'Yvonne, d'où vient cette eau. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le débit qu'on mesure, c'est pas un débit naturel, mais c'est un débit influencé par nos activités anthropiques. Donc, c'est ce que vient de dire Lise, ça va être influencé par le rejet de la steppe d'Oriol, par exemple. Il y aura d'autres apports, comme le canal de Marseille qui va faire des rejets. Et on va également avoir des prélèvements. Donc, il y a des prélèvements dans les cours d'eau, des prélèvements dans les forages. Donc, tout l'objectif pour nous, c'est de regarder quel va être le volume disponible sur ce territoire, tout en laissant un débit biologique, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, un débit biologique minimum pour la faune et la flore du cours d'eau. Donc, une fois qu'on aura donné un volume, on va savoir qu'il y a un volume disponible pour le territoire. Et l'objectif, ça sera qu'on se mette tous autour de la table et qu'on puisse discuter de ce volume et comment on va pouvoir partager ce volume. Arthur, je te laisse. Merci Thibaut, merci Lise, et puis merci également à Estelle, Roxane et Eric pour la présentation du PTGE. Donc, vous avez vu, on a posé le cadre, à la fois les pages, puis le bureau d'études Antea. Maintenant, on souhaite ouvrir un temps d'échange. Donc, comme je le disais sur le chat, vous pouvez prendre la main et ouvrir votre micro en levant la main et en posant votre question si vous en avez une. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de main levée parmi les participants et les participantes, mais en tout cas, sachez que c'est le moment si vous souhaitez prendre la parole, poser votre question ou formuler une remarque. Alors, très bien. On a Dominique Breton. Alors, Benjamin, si tu peux faire le partage d'écran, on va revenir en mode de vignette euh, et laisser la parole à Monsieur Berton, pardon. Madame Berton, désolé, j'ai écorché votre nom. Vous avez la parole et puis ensuite je donnerai la parole à Monsieur Claude Carbonel et puis on aura éventuellement des réponses en fonction de vos questions de la part de l'EPAGE ou du bureau d'études Antea. C'est à vous, Madame Berton. Alors, il faut que vous réactiviez votre micro pour qu'on puisse vous entendre. J'ai surtout besoin d'un éclaircissement parce que j'avais compris que le PTGE était plutôt pour gérer des actions sur la ressource eau et déterminer les volumes prélevables. Mais d'après ce que je viens de comprendre, on a quand même aussi une vraie problématique des eaux usées qui ne sont pas rendues au territoire. Est-ce que ça veut dire que le PTGE pourrait aussi avoir un plan d'action sur redonner les eaux usées au territoire? Merci pour votre question. Je vais peut-être juste prendre une deuxième question de Monsieur Carbonel et puis après on laissera peut-être les pages vous répondre. Alors, même chose, il faut réactiver votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, alors vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Voilà. Moi, la question que je me posais lorsque j'ai vu défiler les diapositives, là, quelles sont les bases de données qui vous ont été utiles pour arriver à tous ces résultats-là? Deuxième petit volet de ma question, j'ai vu que le vide du Bon était perméable à des endroits moins perméables, à porte d'autres endroits sont de la nappe phréatique. Mais quels sont les éléments qui vous ont permis de déterminer cette carte-là? Voilà. Alors de mon côté, j'ai un petit peu de mal à vous entendre. Le son est un peu lointain, mais je ne sais pas si côté page vous avez bien saisi la question ou si il y a besoin que Monsieur Carbonel peut-être répète ou formule sa question sur le chat. Eric. Oui, de notre côté, on n'a pas forcément, Claude, on n'a pas très bien entendu. Bien, voilà, peut-être. Ça concerne les relations entre nappe rivière, si on a saisi, mais peut-être pas dans les détails. Et l'acquisition des données aussi, il me semble. Ouais. Alors, ouais, voilà, réactivez votre micro, Monsieur Carbonel. On vous entend pas pour l'instant. Benjamin, si tu peux envoyer une demande de réactivation du micro à Monsieur Carbonel, parce que là, on vous entend pas. Il faut réactiver votre micro. Okay. Voilà. On vous écoute. Okay. Là, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Non? Là, ça va. Ça va? Voilà. Donc, la première question que je voulais faire, la première éclaircissement que je voulais avoir, c'était
de savoir quelles étaient les bases de données qui vous avaient été utiles pour construire ces éléments-là que vous nous avez présentés. Et deuxièmement, quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour voir quelles étaient les niveaux de potentialité du bout de la rivière. Parce que j'ai vu que vous avez des zones rouges, etc. Parce que si on s'en réfère au BRGM, les zones dans lesquelles la perméabilité entre la rivière et la nappe phréatique, notamment dans la partie basse de l'Yonne, la nappe phréatique de l'Yonne, la 369, il est évident que le BRGM ne dit pas la même chose. Alors je voulais savoir comment vous argumentez là-dessus. Je parle au cabinet TA. D'accord. Donc, effectivement, une question orientée notamment sur la provenance des données qui ont été utilisées par le bureau d'études en TA. Je vous propose peut-être, en TA, les pages, de répondre à ces deux premières questions. Et j'ai bien noté la main levée de monsieur ou madame Brottier, je ne sais pas. Je ne vous oublie pas et on vous donne la parole juste après. On a peut-être un premier temps de réponse, Eric? Oui. Oui, on reprend la parole pour répondre. Peut-être je laisse Estelle répondre sur la question de l'assainissement. Oui, voilà, on vous remercie sur cette question-là, puisque c'est effectivement, selon les territoires sur lesquels on se retrouve, la question, le devenir des eaux d'assainissement est assez différent. Donc, vous l'avez effectivement noté, hein, la très grande majorité du territoire du bassin versant de l'Uvonne, en fait, sur la grande majorité de ce territoire-là, en fait, les eaux usées après traitement ne rejoignent pas l'Uvonne, puisqu'elles sont rejetées directement en mer. Contrairement à d'autres territoires, je prends l'exemple du bassin versant de l'Arc. On sait qu'une partie du débit de l'Arc, et notamment en été, est de rejet de stations d'épuration qui jalonnent le cours d'eau. C'était le cas, on avait il y a une vingtaine, trentaine d'années, d'autres stations d'épuration le long de l'Uvonne ou même des égalades. Donc, du fait de l'amélioration des traitements des eaux usées, la question peut se poser. Enfin, du moins, on ne s'interdit pas dans le cadre du PTGE. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'ensemble des champs des possibles, de poser vraiment sur la table à partir d'un constat, de poser toutes les opportunités, toutes les perspectives, sachant que certaines actions pourront être mises en œuvre sur le court terme. Vous imaginez bien que remettre en place des stations d'épuration plus à l'amont sur le bassin versant de l'Uvonne pourrait engendrer un grand nombre d'autres discussions et de fait voilà, serait prise en compte dans le cadre d'autres stratégies et pourrait prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, c'est un sujet que vous faites bien d'avoir abordé. Voilà en tout cas ce qu'on peut vous apporter comme élément de réponse, à savoir qu'on va le mettre dans les échanges, dans les discussions. Et je vous invite à venir à la visite notamment de la station d'épuration d'Oriol-Saint-Zacharie, qui aura lieu donc à Oriol et qui nous permettra d'aborder de façon très concrète ce sujet-là, notamment au travers du débit. Quelle est la contribution de cette station d'épuration d'un point de vue quantitatif et qualitatif aussi à l'Uvonne? Peut-être juste un tout petit peu pour compléter, c'est que derrière ça, alors sans vouloir ouvrir complètement le débat ce soir, c'est pas le but, mais se posent aussi les questions liées aux problématiques de réutilisation des eaux usées, qui aujourd'hui fait grand débat. Et donc effectivement, typiquement, c'est pour ça qu'on ne s'interdit pas de traiter ce sujet dans le cadre d'un projet territoire, puisque cette réutilisation de ces eaux, typiquement, prend pleinement sa place dans un projet de territoire. Et donc, il est nécessaire d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera la seule piste retenue, mais en tout cas, c'est une piste comme toutes les autres qu'on met sur la table, et on note effectivement l'observation, comme l'a dit Estelle. Pour la deuxième question concernant la deuxième intervention de Claude Carbonel, peut-être, j'ai pas tout par rapport au BRGM, je vais peut-être laisser. C'est sur le 2014. D'accord. Si j'ai bien compris la question, c'était sur comment on avait dressé cette carte des apports et des pertes en fonction des tronçons. Donc en fait, il y a eu des capteurs installés tout le long du cours d'eau où on a mesuré des hauteurs d'eau, et ces capteurs ont été couplés après avec des courbes de tarage, donc des mesures de débit, et ça nous a permis d'avoir des mesures en continu, donc de hauteur d'eau et de débit, et d'identifier clairement en fait des tronçons avec des zones d'apport et des zones de perte. Donc par exemple, au débouché de Roquevert, on sait que l'Uvonne, elle vient dans la plaine d'Aubagne et elle vient se perdre un peu dans la nappe, contrairement par exemple au niveau d'Oriol, où on sait qu'il y a un gros apport de l'aquifère karstique vers l'Uvonne. Donc voilà, c'est toutes ces sondes-là qui nous ont permis d'avoir cette cartographie un peu fine.
Merci Estelle, Eric, Thibaut pour ces réponses. Je propose qu'on passe à d'autres questions. Donc, dans l'ordre chronologique, on avait d'abord Brottier qui avait levé la main, puis Jérôme. C'est à vous. On vous écoute. Oui, bonjour. Vous m'entendez là? On vous entend très bien. Bon, très bien. Bonjour. Alors moi, je suis Alain Fédy, conseiller municipal à la Pennes-sur-Yvonne, et je suis accompagné de Pierre Bourtier, qui est également conseiller municipal. Donc, nous, notre intervention, ça serait plutôt une intervention témoignage par rapport à ce qu'on peut constater sur le lit de l'Yvonne dans la traversée de la Penne. En fait, bon, je vais vous rassurer, on connaît le même épisode que vous de grande sécheresse et donc, bon, ça se traduit par un assèchement du lit de l'Yvonne. Sauf que ce qu'on peut constater à la peine, c'est que quand il y a la période d'assèchement, et je parle d'assèchement, c'est-à-dire plus d'eau dans le lit, on a encore de l'eau qui, en faible quantité, qui circule encore en amont, c'est-à-dire au début de la Penne, c'est-à-dire au bagne. Et puis, on a aussi de l'eau qui continue à couler à la sortie de la Penne sur le territoire de Marseille. La particularité, c'est que la Penne-sur-Yvonne est complètement impactée, où il n'y a plus d'eau qui circule. Alors, on est nous, enchâssés entre deux zones industrielles, enfin, en tout cas, entre la zone industrielle de Saint-Mitre, où il y a quand même des entreprises qui prélèvent dans la phosphate. Alors, les quantités, on ne les connaît pas, mais bon, ça, à mon avis, ça mériterait qu'on ait un état sur le niveau des prélèvements. Et puis, la société Arkema se trouve à la sortie de la Penne et qui prélève aussi des quantités d'eau dont on ne connaît absolument pas le niveau. Après, bon, c'est un peu plus bas. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, à la Penne, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a plus d'eau. Mais alors, il s'est passé un truc récemment qui mérite d'être réfléchi. C'est que entre la dernière grande pluie qui a alimenté le cours et puis la pluie d'il y a 2 jours, en quelques jours, le lit s'est asséché complètement. Et là, on ne peut pas dire qu'on est dans une période de forte chaleur, comme on a connu pendant la période d'été, mais on a connu 2-3 jours, et heureusement, c'est produit juste avant la pluie qu'on vient de connaître, où le lit s'est réalimenté. Mais on a eu une période d'assèchement encore là, en période d'automne, quoi, alors que c'est complètement anormal, quoi. Et ça s'est produit en l'espace de quelques jours, 3-4 jours seulement, le lit s'est complètement asséché. Voilà. Donc, c'est ce témoignage qu'on souhaitait porter et mettre à la réflexion du débat collectif, là, parce que c'est vraiment franchement préoccupant. Et quand je vous dis que, quand je vous parle d'assèchement, ça veut dire perte de biodiversité catastrophique. Voilà. Merci pour votre écoute. Très bien, merci à vous. Merci pour ce témoignage. Je passe la parole à Jérôme maintenant. Oui, Jérôme, je suis agriculteur à Roquevert, avec une partie des terres cultivées qui sont sur Aubagne. Vous avez fait état du partage des eaux sur le territoire. Et en effet, sur Aubagne, on a de l'eau qui vient de l'extérieur et donc qui n'est pas soumise aux arrêtés préfectoraux de sécheresse et de non-prélèvement, alors que sur Roquevert, on l'est. Et mon intention est d'attirer sur le fait que la part que l'on prélève dans les nappes, entre autres bois à Roquevert, c'est fait pour l'agriculture locale, pour vendre en circuit court, etc. Et dans un cadre métropolitain de PAT, de programme alimentaire territorial, c'est important qu'on n'ait pas les mêmes contraintes que tout le monde, et entre autres les verbalisations qu'on a pu avoir, etc., etc. Donc je voulais attirer le fait sur l'importance de l'agriculture sur le territoire. Très bien. Je vois qu'il y a juste une dernière main levée, donc je vais peut-être vous passer la parole, Benassia Nivet, et puis après on clôturera ce temps d'échange avec les réponses de l'EPAGE. Allez-y. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Nivet, j'habite à Aubagne. J'avais deux questions. La première, c'est concernant l'usage de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que particulier, j'ai encore le droit de faire un forage dans mon jardin?
Et la seconde, c'est où est-ce que vous en êtes du projet du parc de l'Uvonne et des travaux, du parc de la Botte à Aubagne, pardon. Et des travaux sont-ils engagés? Sinon, quand le seront-ils? Merci. Très bien. Merci à toutes et toutes pour vos interventions. Donc, 3 interventions. Donc, un premier témoignage que vous avez entendu, notamment sur la peine. L'intervention de Jérôme, donc, qui est agriculteur à Roquevert. Et puis, les 2 questions de Monsieur Nivet. Donc, je ne sais pas qui souhaite répondre côté Épage. Oui, oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Donc Eric, je vais essayer de répondre au moins déjà aux 2 premières questions. Donc concernant l'intervention des élus de la Peine-sur-Yonne, oui, de toute façon, comme on l'a vu sur la carte, c'est effectivement un secteur aujourd'hui particulièrement sinistré, on va le dire comme ça, sur la partie ressources en eau, vis-à-vis du cours de l'Uvonne, qui s'est véritablement révélé de façon assez surprenante sur les 2 dernières années, moins marqué cette année, mais ça l'a été très fortement en 2022-2023. Donc c'est un secteur sur lequel, en fait, effectivement, au tout départ du PTGE, on a demandé donc aux experts en hydrogéologie et en hydrologie de se pencher, puisqu'on est sur un cas de figure, on va dire à la fois malheureusement remarquable, mais surtout assez particulier. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, notamment, donc on a des capteurs aujourd'hui qui vont essayer de mieux déterminer comment tout ça se passe, que ce soit en termes d'apport en termes de régime plutôt hydraulique vis-à-vis du cours d'eau, que ce soit en termes de fonctionnement de la nappe, c'est-à-dire comment elle se recharge, et vis-à-vis également des prélèvements, de pouvoir mieux comprendre et mieux cerner s'il y a des impacts, comme je l'expliquais sur mon petit schéma, si ce volume d'usage est supérieur au volume prélevable par rapport au fonctionnement de la nappe en lien avec le cours d'eau, puisqu'on sait que dans ce secteur-là, on a un lien très, très fort et en même temps très complexe. C'est-à-dire, quand je dis très fort, c'est que les échanges sont parfois lents mais avérés, et parfois très rapides, selon les différents terrains, les différentes formes qu'on l'on trouve sous le lit de la rivière. Donc c'est un secteur qui est particulièrement regardé dans le cadre du PTGE. Voilà, ça c'était pour la partie, la question sur la peine. Concernant la partie agricole, alors effectivement, vous touchez du doigt, ça fait partie des éléments qui ont été remontés lors de l'atelier agriculture, donc spécifiquement organisé avec des acteurs du territoire sur cette question du traitement particulier et notamment de la stigmatisation qu'on peut avoir des eaux de l'agriculture sur pas que sur le bassin versant de l'Uvonne, mais comme dans tout bassin versant et comme dans tout bassin versant, on est effectivement régulièrement en crise. C'est un point qui avait été bien mis en avant sur à la fois de ne pas stigmatiser l'activité agricole vis-à-vis de la ressource en eau et qu'il existe effectivement un certain nombre de mesures, de traitements différenciés. Alors, quand on est en sécheresse, mais l'idée du PTGE est de dépasser cette gestion de crise et d'aller bien au-delà, effectivement, d'avoir une approche beaucoup plus globale, peut-être avec notamment en termes d'occupation de l'espace, en termes de réappropriation des espaces. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail parce que la liste était assez longue, mais en tout cas, c'est bien un point qui a été soulevé par vos collègues qui ont participé. Je crois que savoir, je ne sais plus il me semble, je sais qu'il y avait un agriculteur sur Roquevert qui n'avait pas pu, malheureusement, par manque de disponibilité. Je ne sais pas si c'était vous, mais en tout cas, c'est voilà, d'autres professionnels sur le territoire avaient bien soulevé cette question de particularité et de bien garder en tête que l'agriculture derrière, il y a un travail, il y a un besoin très très intime à la ressource en eau et surtout à la ressource locale. Concernant la deuxième, alors je vais répondre moi sur la partie qui relève du PTGE, puisqu'on traite du PTGE ce soir et pas d'autre chose. C'était concernant donc la partie des forages. Alors,
oui, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, enfin, il n'y a pas de, pardon, de contrainte, plus exactement, d'interdiction. Il n'y a pas d'obligation non plus à faire des fourrages. C'est un lapsus peut-être révélateur dans le cas du PTGE pour ma part. Non, en tout cas, il y a pas de, on n'a pas de contrainte réglementaire. Hein. Enfin, alors, il y a par contre un parcours avant de faire un forage, même si celui-ci a peut-être tendance à être oublié selon les secteurs, selon les professionnels du secteur aussi. Je pense aux foreurs. Notamment, vous avez, enfin, la réalisation d'un forage entraîne un certain nombre de déclarations, une déclaration à minima en mairie, mais qui peut être même d'autres déclarations si l'ouvrage dépasse un certain nombre de profondeurs ou de caractéristiques en termes d'usage. Par contre, ce qui est encore au jour d'aujourd'hui contraint, là je parle de maintenant, le bassin versant de l'Uvonne est toujours en alerte renforcée, même si, comme l'a très bien expliqué Monsieur Simon, on a vu des précipitations. Aujourd'hui, le bassin versant reste quand même très sensible et donc il y a un arrêté sécheresse qui court. Donc même pour ceux qui ont un forage aujourd'hui, ils ne peuvent en faire un usage que très limité par rapport notamment à un certain nombre d'arrosages. Voilà, je ne reprendrai pas toutes les interdictions ou les limitations qu'il peut y avoir, mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction. On n'est pas encore dans un bassin versant où on est arrivé à une interdiction de ces puits ou de ces forages, mais il y a un parcours quand même réglementaire normalement à suivre pour faire un tel forage. Voilà. Estelle, je te laisse. Non, sur la. Ouais, non, sur les travaux du parc de l'Uvonne à Aubagne, vous avez dû recevoir normalement un mail en juillet qui retraçait les résultats de la concertation qui avait été menée par les pages, par la ville d'Aubagne sur ce dossier-là. Donc, on avait annoncé un démarrage des travaux en octobre. Donc, je vous confirme que les travaux vont commencer en octobre et dans les jours qui viennent, il y a un nouveau mail qui sera diffusé avec les prochaines étapes de ces travaux d'aménagement de ce magnifique parc de l'Uvonne en centre-ville d'Aubagne. Merci à vous pour ces réponses. Alors, il y a plusieurs interventions sur le chat. Je me permettrai de faire une petite synthèse rapide et puis d'apporter des réponses aussi aux personnes qui ont posé des questions. Avant ça, peut-être une dernière prise de parole orale de la part d'un participant. Monsieur Talin, on vous écoute. Vous avez une question. Oui, bonjour, oui. Justement, je voulais revenir sur la notion d'optimisation des ressources en eau, parce que comme on l'a bien dit, le ruissellement va permettre d'infiltrer dans la nappe, pas n'importe où, et ce ruissellement est augmenté, son infiltration est diminuée en fonction de l'urbanisation. Et donc, c'est peut-être les raisons pour lesquelles notamment à la Peine-sur-Yvonne, on a de moins en moins d'eau ici, c'est que en amont, il y a moins d'apport de ruissellement et que la nappe est plus localement plus basse. Et je voulais savoir dans quelle mesure l'optimisation de l'infiltration de l'eau de ruissellement pouvait être pensée pour justement garantir la ressource durable en plus des questions de réutilisation et de ce problème de fond où des communes comme Saint-Savornin ou qui sont à plus de 400 mètres d'altitude ont leur station d'épuration qui fonctionne finalement, qui est la même que la ville de Marseille au bout de l'Uvonne. Merci pour votre question, Monsieur Talin. Donc peut-être une réponse de l'EPAGE et puis après je passerai aux questions formulées sur le chat. Alors peut-être je te laisserai peut-être préciser, mais enfin, alors, en première intervention, je voulais quand même juste rappeler le contexte qui vous a été présenté. Enfin, même si je pense pour beaucoup on l'a en tête, mais c'est vrai que la relation ruissellement, alimentation du cours d'eau, alimentation des nappes, comme on vous l'a montré, est complexe, est très complexe. Il faut savoir que ce qui peut ruisseler ou tout au moins ce qui peut s'infiltrer ne retourne malheureusement pas tout le temps à l'Uvonne. Donc bon, ça veut dire qu'on n'a pas forcément une efficacité de 100% quand on essaie de travailler sur ces problématiques de ruissellement vis-à-vis du bénéfice que pourrait en tirer le cours d'eau et ses affluents.
C'était peut-être la première, mais après, effectivement, par contre, derrière, ça n'empêche pas d'y travailler, ça n'empêche pas de réfléchir à toutes ces solutions que l'on a à disposition vis-à-vis notamment de favoriser l'infiltration, je pense essentiellement, voilà, donc le ruissellement, mais surtout l'infiltration, que ce soit dans des aménagements urbains, bien évidemment, mais bon, enfin, globalement, en tout cas, sur toutes ces solutions, y compris, parce que je repensais sur la partie agricole, ce qu'on disait aussi, peut-être de replanter davantage de haies, de mieux travailler justement tout ce qui est évacuation des eaux de ruissellement. Alors, l'évacuation au sens, cette fois-ci, pas rapide, mais au contraire, en favorisant plutôt du stockage et de l'infiltration. Et le dernier point, par contre, qui était aussi très intéressant, Monsieur Tallin, c'était de mettre en avant justement l'exutoire de la ville de Marseille, enfin l'exutoire, ou tout au moins la situation à l'aval où se trouve Marseille, et qu'on est bien dans une dimension de territoire, de projet de territoire, et qu'on a bien une continuité entre l'amont et l'aval qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est pas parce que tout va très bien sur des communes comme Saint-Zacharie, voire même Plan-d'Ops, puisque c'est de là que jaillit la source de l'Yvonne, qu'il faut s'arrêter là et dire finalement que tout va bien, et qu'on est bien dans une dimension où chaque casier, donc ça sera effectivement, le PTGE prend en compte cette dimension, où chaque casier dans l'évaluation des volumes prélevables tient compte évidemment du besoin à l'aval de chaque chaque boîte, hein, entre guillemets, que l'on va assembler pour constituer l'ensemble du cours de l'Yvonne. Je sais pas si c'est clair. Ouais. En tout cas, soyez peut-être juste pour compléter totalement, soyez assurés que l'idée, c'est bien dans tous les cas, cette démarche-là s'inscrit vraiment dans la philosophie, je pense, que l'ensemble des collectivités portent, à savoir d'infiltration de l'eau dans les sols, que ce soit un sol artificialisé ou un sol naturel. Dans nos projets de restauration, il s'agit aussi toujours de favoriser la connexion entre la végétation, entre le sol et la nappe, ralentir les eaux, éviter qu'elles aillent trop facilement et trop rapidement vers l'aval. Donc là, on change vraiment de philosophie par rapport à là où on a démarré il y a 60 ans avec le syndicat de l'Yvonne en 1963, où il s'agissait au contraire de bétonner et de lutter, de couvrir et de faire en sorte que l'eau aille le plus vite possible vers l'aval. Et c'est un grand chantier. Merci pour vos réponses, Estelle, Eric. J'ai bien vu votre main levée, Madame Chaupet, j'imagine. Cependant, je n'oublie pas le chat, donc je me permets juste de relayer deux questions qui n'ont pas été abordées pour l'instant et qui méritent une réponse de la part de l'EPAGE, et puis je vous donnerai la parole après. La première est celle de Sylvain Roland, qui souhaite savoir, concernant l'usage AEP, quelles consommations sont comptabilisées? Est-ce que c'est uniquement celle des citoyens à titre individuel, ou aussi l'eau potable consommée par les administrations, les entreprises, etc. Pouvez-vous nous préciser aussi ce qu'est une eau consommée par l'industrie? Donc, première question. Et puis, la deuxième question qui a été formulée sur le chat, qui n'a pas été abordée par ailleurs, hein. Je sélectionne que les deux questions qui n'ont pas été abordées. Une question probablement de FNE13 qui dit le FNE13 a soulevé le problème d'un nombre important de prélèvements d'eau de l'Yvonne. Où en est-on sur ce point, s'il vous plaît? Voilà, je vous laisse peut-être réagir à ces deux points, et puis je donnerai la parole ensuite à Madame Chaupet. Du coup, pour répondre à la première question, il faut savoir que les eaux industrielles qui ont été comptées comme eaux industrielles, donc c'est des eaux qui sont prélevées dans les eaux souterraines, dans la ressource locale. Donc c'est les forages déclarés avec les volumes déclarés des industriels qui ont des forages. Donc ça veut dire qu'elle n'inclut pas les forages non déclarés ou les consommations non déclarées des industriels et l'eau du réseau qui est consommée par certains industriels. Celle-là, elle va être considérée comme eau potable alors qu'elle est bien consommée par des industriels. Mais pour faire la différence, en fait, il faudrait qu'on ait les gestionnaires d'eau potable. On n'a pas la donnée. Voilà, on n'a pas la donnée. Tout simplement, elle n'existe pas. Donc, on ne peut pas la différencier.
Bon, la partie forge, oui, enfin pour les parties prélèvement. Oui, bah, typiquement, voilà, juste peut-être pour rebondir, ça sera aussi un point à soulever sur la qualification, ce qu'on l'a, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, la qualification des données, le jeu des données est relativement, alors, pas pauvre, hein, parce qu'il y en a beaucoup, les exploitants fournissent déjà un très grand nombre d'indicateurs, mais effectivement, peut-être pour mieux affiner parfois, surtout sur un bassin versant comme le nôtre complexe, où on a une très forte industrialisation sur certains secteurs, une très forte urbanisation, on aurait peut-être certainement besoin de mieux travailler la façon dont est consommée l'eau, notamment l'eau de ville, l'eau des réseaux d'eau potable, pour mieux appréhender effectivement certains efforts à faire dans le cadre du projet de territoire. Donc c'est typiquement aussi un effort de connaissance vers lequel pourrait tendre le projet de territoire. Sur la partie prélèvement, alors le prélèvement d'eau sur l'Yvonne, voilà, tout dépend comment on le considère. Si c'est globalement, je pense que ce soit des eaux souterraines par des forages à proximité, par exemple, du cours d'eau, où là, la notion Yvonne est vraiment focalisée sur le cours d'eau. Alors sur le cours d'eau, il existe effectivement un très grand nombre, hein, vraiment là, des pompages dans le cours d'eau qui sont difficilement identifiables, dans le sens où, alors même si on les repère, même si on les visualise, ils sont pas toujours en exploitation, ils sont pas toujours en permanence en fonctionnement, donc c'est une complexité, mais on a donc avec un travail qui a été en grande partie réalisé par la Fédération de pêche, une identification au moins sur l'année 2022 de tous ces points qui existent en tout cas au moins sur une grande partie de l'amont, de Aubagne jusque vers les sources de Saint-Zacharie et de l'Uvonne, pardon, vers Saint-Zacharie et sur un certain nombre d'affluents. Donc on a cette donnée qui est déjà énorme. Après, s'il s'agissait, donc qui sera effectivement pris en compte dans l'évaluation notamment des prélèvements, et après plus largement sur les prélèvements qui sont en contact avec le cours d'eau, là par contre c'est ce que vient d'expliquer Lise sur la difficulté d'avoir accès à ces déjà à l'existence de ces forages pour ceux qui ne sont pas déclarés, et également au pompage, au prélèvement qu'on en fait, puisque c'est un autre élément je parlais tout à l'heure de réglementation, où théoriquement tous ces forages, outre d'être déclarés, devraient en plus avoir un dispositif de comptage. Bien évidemment, la majorité des forages, souvent domestiques, n'ont pas ce système. Voilà, donc ça veut dire que c'est effectivement une inconnue sur lequel, dans le PTGE, il est question d'essayer de trouver en tout cas une approche, probablement pas une méthode exhaustive, mais une approche pour essayer d'évaluer à peu près ces prélèvements, ce qui reste quand même quelque chose de complexe, souvent à dire d'experts. Merci à vous pour ces réponses. Je vais vous donner la parole, Madame Chopet. Juste, on va terminer la question de Sylvain Roland, qui voulait savoir, peut-être Lise, Thibault, est-ce que typiquement Arkema est sur un forage déclaré? Oui, ils ont les forages déclarés et on le voit bien sur la carte présentée. Là, vous pouvez le voir, c'est un rond rouge déclaré. Oui, ils sont bien déclarés. Très bien, merci pour cette réponse concise. On vous laisse la parole, Madame Chopet. Alors, il faut réactiver votre micro. Activer le son. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend très bien. Donc, simplement, mon intervention, je suis en amont donc, de l'Uvonne, au-delà d'Auriol. Ce qui est intéressant dans votre étude concerne les prélèvements, mais je n'ai pas l'impression qu'on aborde la conservation et la préservation. On a dans des schémas qui existent également sur l'Espagne, et l'Espagne a restauré certains de ces réseaux parallèles aux cours principaux pour permettre la préservation, la conservation de l'eau dans les terres, et donc une espèce d'éponge. Je crois qu'en Espagne, ça s'appelle les acequias, et ils se sont aperçus qu'à ce moment-là, déjà pour les précipitations, un terrain humide appelle l'humidité, et puis le cours d'eau principal est enrichi et supporté par le drain parallèle, je ne sais pas si le terme est juste,
Mais donc, les terres retiennent l'eau au lieu que tout parte à la mer lorsqu'on a donc de fortes pluies comme on connaît. Il y a moyen à ce moment-là de ralentir le cours principal parce qu'il est dérivé. Alors bien évidemment, ces réseaux existaient. Il y en a qui ont peut-être été supprimés, mais certains peuvent être restaurés, préservés, entretenus. Et pour la biodiversité, les animaux, oui, tous les habitants du cours principal peuvent se réfugier dans les cours parallèles. Donc, pour la conservation, est-ce qu'on ne doit pas réenvisager ce qui a été créé il y a déjà fort longtemps, qui préservait l'arrosage pour les agriculteurs notamment? Merci pour votre question. Je vous propose les pages, je ne sais pas qui souhaite répondre sur cette question-là, et après on va clôturer ce temps d'échange pour pas essayer de prendre trop de retard puisqu'il est déjà 19h27. Madame Chopé, merci pour votre réflexion qui fait un petit peu écho à ce que j'évoquais tout à l'heure concernant notre intention, toutes les démarches que l'on met en œuvre dans nos projets pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols et permettre justement d'éviter que l'eau aille trop vite vers l'aval. Ce que vous évoquez, c'est effectivement sur le territoire, essentiellement sur l'amont du bassin versant de l'Uvonne, il y a en effet, nous avons en effet connaissance de ces réseaux secondaires qui étaient liés, on va dire, à un usage qui n'existe pas plus nécessairement, ou du moins qui n'est plus nécessairement reconnu en tant que tel. En tout cas, ces principes ont été évoqués lors de précédents échanges qu'on a pu avoir lors d'ateliers et ça fait partie, quand j'évoquais tout à l'heure tout le champ des possibles que l'on va examiner dans le cadre du PTGE. Ce que vous évoquez en fait partie. Alors, on n'est pas nécessairement, nous, on n'est pas familier avec ce que vous évoquez en Espagne notamment. En tout cas, on en prend bonne note et on vous remercie et je pense que ça vaudra le coup quand on ira sur le terrain aussi d'évoquer ces sujets-là. Merci à l'ensemble des personnes qui participaient à ce temps d'échange. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette réunion avec donc un petit rappel et une invitation à vous mobiliser pour les prochains temps de concertation. Donc, Benjamin, si tu peux passer à la slide suivante et passer la parole à Roxane Roy, qui va vous en parler un petit peu de ces éléments-là, même si on a déjà montré cette carte tout à l'heure, mais on veut vraiment vous mobiliser pour les prochains rendez-vous. Oui, alors très rapidement, un petit rappel des différentes dates qui sont déjà proposées. Donc le 12 octobre et le 26 octobre, ce sont 2 samedis matin, aux Ancano et à Aubagne. Une troisième date qui va être prochainement calée, ce sera a priori un mercredi après-midi pour la station d'épuration d'Orel-Saint-Zacharie. Et puis une autre date à venir dont les modalités sont à caler sur le volet entreprise économique. Donc, pour rappel, ça se fait sur inscription au lien, je pense, qui va vous être de nouveau envoyé sur le chat. Oui, je viens de vous renvoyer le lien. Donc, sur ce lien, vous allez pouvoir effectivement vous inscrire à ces différents temps. Donc, les places sont effectivement limitées, donc on se permettra malheureusement s'il y a trop de succès sur ces temps-là, de limiter les places et on pourra pas accueillir tout le monde. Mais pour le moment, on peut encore tout à fait vous accueillir et ce sera des temps qui seront très intéressants justement pour croiser les regards. C'est pour ça qu'on les a appelés temps de croisement de regards, pour que des profils diversifiés, aussi diversifiés que ce soit, en tout cas, puissent se rendre à ces visites de sites, comprendre la réalité d'un site et se décentrer un petit peu peut-être par rapport à ces idées premières qu'on a sur la gestion de l'eau sur le territoire. Donc, c'est vraiment la volonté de ces temps de vous montrer la réalité d'un site et puis ensuite d'en débattre ensemble. Et donc, voilà, si vous venez, on sera aussi amené à se revoir avec Benjamin et moi qui participeront justement à l'organisation de ces temps de débat à la suite des visites de site.
voilà, on arrive à la fin de cette réunion. Peut-être un mot de conclusion de votre côté. Si tu peux passer à la dernière slide, Benjamin. s'il te plaît. Et puis, je redonne la parole à l'EPAGE pour un mot de conclusion et puis l'occasion aussi pour moi de vous remercier pour cette réunion, pour la richesse des différents échanges et pour votre participation. Oui, merci, merci Arthur. Juste, d'abord, merci à tous les participants. Je suis content parce que c'est la preuve que c'est la bonne démarche en fait. D'abord parce qu'on se rend compte que les enjeux de l'eau passionnent, intéressent, inquiètent même parfois. Qu'on a de l'expertise à acquérir, de l'expertise à partager également, de l'info à diffuser. Merci pour les éclaircissements techniques de nos partenaires. Et puis merci à Eclectic pour avoir animé ça. Et donc, je ne peux que vous inviter chaleureusement, cordialement à vous inscrire pour participer au temps d'échange que Roxane a rappelé à l'instant. Voilà, le processus, il est lancé, il va continuer à s'enrichir, il dépend de vous. Plus vous serez nombreux et impliqués et plus les résultats seront pertinents. Voilà, donc merci de venir nous aider à bâtir ensemble ce PTGE. Et bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.